Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau point sur l'éco après une semaine très chargée. Bonjour Julien. Bonjour Marc. Alors, la semaine dernière a été marquée par une forte évolution des taux souverains qui ont atteint des sommets. Les taux à 10 ans des pays membres de la zone euro ont augmenté de plus de 20 BP sur la semaine, ce qui est conséquent. Alors cette hausse s'explique principalement par la publication des chiffres d'inflation, mais aussi par des statistiques économiques qui ont été publiées de part et d'autre de l'Atlantique et qui donnent des signaux rassurants sur la croissance, mais plutôt inquiétants concernant la résistance des pressions inflationnistes et notamment celles sous-jacentes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Julien, sur justement ces statistiques publiées la semaine passée? Ce que je peux te dire, c'est que d'une certaine façon, les semaines se suivent et se ressemblent parce que, en fait, cet ajustement dont tu parles et ces hausses de taux, c'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs semaines maintenant, alors avec effectivement un mouvement très net cette semaine, après la publication d'indices liés au prix européen plus élevé qu'anticipé et qui suggèrent que finalement, la désinflation européenne, elle n'est pas encore actée. Et c'est d'autant moins le cas que, effectivement, encore une fois, comme tu l'as souligné, on a été surpris par la vigueur de l'inflation sous-jacente. Je rappelle que l'inflation sous-jacente, c'est une mesure de l'inflation fondamentale lorsqu'on a enlevé les composantes volatiles, notamment internationales. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'inflation européenne sous-jacente est en train d'accélérer, ce qui laisse supposer encore une fois que les pressions inflationnistes vont perdurer. En face de ça, on comprend que les tensions inflationnistes tendent à rester élevées. On a une activité, comme tu le soulignais également, qui ressort plus vigoureuse qu'anticipée, en particulier dans le secteur des services, parce qu'on a une vraie histoire divergente entre, d'une part, le secteur des services qui bénéficie de la consommation des ménages, et de l'autre, un secteur manufacturier qui surprend légèrement à la hausse, mais il faut dire les choses clairement, je crois, est plutôt mal orienté malgré tout. On reste sur les indicateurs comme les indices PMI en Europe ou les indices ISM manufacturiers aux États-Unis, on reste en territoire de contraction. Donc, finalement, ce que nous disent les investisseurs, c'est qu'ils sont surpris parce que ça se contracte moins fort, mais surtout, ce que soulignent les investisseurs, c'est le fait qu'on a le sentiment qu'un point bas a été touché en octobre-novembre et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation, même si, encore une fois, on reste relativement mal orienté. Ok, très bien. Donc, de ce que l'on comprend, c'est que le secteur des services reste dynamique. Et si j'ai bien compris, c'est aussi le prix des services qui contribue à l'augmentation de l'inflation sous-jacente. Par contre, du point de vue du secteur manufacturier, ça se détend, mais les chiffres ne sont pas non plus catastrophiques. Alors, est-ce que l'on pourrait se tourner vers la Chine pour soutenir justement cette demande manufacturière, la production industrielle, entre autres? Qu'en est-il des statistiques en Chine? Les statistiques en Chine, effectivement, elles sont bonnes. Globalement, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'une des conclusions de la semaine. Et ce qui vient également soutenir le scénario d'un ralentissement économique moins prononcé au niveau mondial que ce qu'on avait anticipé. La Chine, qui avait mis en place une politique zéro Covid extrêmement drastique, s'en est libérée. Et les indicateurs, que ce soit PMI, là aussi manufacturier, ou les PMI des services, montrent que la Chine est en train de redémarrer très significativement. Et ça a deux effets. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait faciliter le désengorgement des chaînes de production mondiales, réduire les goulets d'étranglement, ce qui permettra à l'industrie de tourner peut-être un petit peu mieux au niveau mondial. Mais par contre, de l'autre, et là, je reboucle avec ces histoires de tensions inflationnistes, ce que l'on comprend, c'est que c'est un vrai facteur haussier sur les prix des matières premières, notamment énergétiques. Justement, sur le prix des matières premières, on s'aperçoit que les prix de l'alimentation ont grimpé de 15% sur un an, et pour la première fois, ont dépassé la hausse des prix d'énergie. Donc ça devient la première composante dans la hausse de l'inflation totale sur le mois de février. Donc, on a des chiffres d'inflation sous-jacente, comme tu l'as répété, qui sont à des plus hauts. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de la Banque Centrale Européenne? On a eu plusieurs déclarations d'ailleurs de membres du Conseil des gouverneurs de la BCE la semaine passée. Ce qu'il faut attendre, déjà, il y a une réunion de la Banque Centrale Européenne au mois de mars. Ce que l'on sait, c'est qu'elle va augmenter ses taux de 50 points de base. C'est acté. Ce que nous disent actuellement les indicateurs de marché, lorsque l'on regarde, c'est que la BCE va vraisemblablement, dans ce contexte, être contrainte d'aller plus loin que ce qu'on avait anticipé jusqu'à présent, ce que les marchés avaient anticipé jusqu'à présent, puisque face à ces tensions inflationnistes qui perdurent
plus fortement qu'anticipé. Face à une activité qui tient finalement, ce qu'on comprend, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle devrait être capable d'aller un peu plus loin en termes de hausse de taux. Et lorsque l'on regarde ces anticipations de marché, ce qu'elles nous disent, c'est que la Banque Centrale Européenne, vraisemblablement, pourrait être amenée à relever encore ses taux directeurs de 150 points de base d'ici vraisemblablement l'automne. Ce qui nous amènerait à un taux terminal de 4%. Ouais. Oui, sur le taux de dépôt exactement, ce qui est extrêmement important et bien plus élevé que ce que nous anticipons nous-mêmes au sein de la salle des marchés. Et contrairement à ce qu'anticipaient les marchés il y a encore quelques semaines, exactement, on ne s'attend plus à de baisse de taux directeurs d'ici fin 2023, en décembre 2023. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces hausses sur les rendements obligataires qui sont extrêmement importantes. C'est cet ajustement-là des anticipations, soit sur l'ampleur, soit sur le calendrier, donc encore une fois avec plus de baisse de taux anticipée d'ici la fin d'année, qui pousse les taux vers le haut comme ça, de cette façon si forte. Oui, et ce qui pousse de la même manière les taux à la hausse sont aussi les anticipations d'inflation pricées par les marchés, qui à moyen terme, en zone euro, flirte avec les 2,6%, donc bien loin de la cible d'inflation de la BCE qui est autour de 2%. Et on se rapproche des anticipations d'inflation de marché aux États-Unis. Exactement, donc c'est un plus haut depuis une dizaine d'années sur les anticipations d'inflation pour la zone euro. Ce que nous disent les marchés indirectement, c'est qu'ils pensent que la Banque Centrale Européenne, malgré ces hausses de taux qui sont encore une fois intégrées dans les cours, ne sera pas en mesure de ramener l'inflation vers sa cible à moyen terme. Ce qui est très important, la cible de 2%. Si on se base un petit peu sur la théorie économique, on sait que les premières hausses de taux impactent la croissance à un horizon de 1 an et les effets sur l'inflation ne se manifestent qu'au bout de 18 mois. La Banque Centrale Européenne a entamé son cycle de hausse de taux au mois de juillet 2022. Il est peut-être un peu tôt pour justement dresser un bilan de la politique monétaire de la Banque centrale. Effectivement, il y a cette asymétrie, une asymétrie qui est forte parce que ce qu'on comprend, c'est que lorsque l'on laisse des tensions inflationnistes s'ancrer, c'est extrêmement dur de revenir en arrière et de lutter activement contre l'inflation. C'est pour cette raison que la Banque Centrale Européenne agit brutalement, alors même qu'elle sait effectivement qu'il faut du temps avant que ces effets se fassent ressentir sur l'économie. Mais le risque, c'est d'en faire un peu trop. Donc, elle navigue un petit peu à vue entre ce risque qui est de laisser les tensions inflationnistes s'ancrer et l'autre, c'est le risque d'aller un peu trop loin et de plonger l'économie dans un ralentissement un peu plus marqué que ce que le cycle conjoncturel le suggérerait. Eh bien, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau point sur l'éco. Merci, au revoir. Au revoir.